Bonjour. La Grèce, une nation sous pression. L'histoire est sans cesse d'actualité en Grèce. Nourrie de l'héritage byzantin et de son idéal chrétien d'universalité, cette nation digne et fière est aujourd'hui une société en mutation, dans un monde en crise. Turbulences économiques et politiques majeures, fragilisation du lien social, une sécularisation rampante, une identité sous tension, une église orthodoxe à la fois puissante et fragile qui repense les priorités de sa mission dans la société. Une ovation compliquée et ambivalente des relations historiques Église-État. Une situation difficile, mais non sans espérance. Pour en parler, je reçois Georges Privelakis, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, spécialiste de la géopolitique des Balkans et des diasporas, qui vient de publier « Qui sont les Grecs ? Une identité en crise » aux éditions CNRS. Nous évoquerons avec lui les fondements de la crise grecque, une crise identitaire, et les espérances de son dépassement. Avant l'entretien, notre journal de l'orthodoxie reviendra sur l'actualité saillante du monde orthodoxe. Notre vidéo de fin d'émission est un excellent reportage réalisé par le père Givko Panev d'orthodoxie.tv du site orthodoxie.com avec la voix off d'Emilia Panev qui porte sur la riche exposition multimédia consacrée aux nouveaux martyrs et confesseurs de l'Église russe qui a eu lieu au Centre culturel et spirituel russe du Quai Branly à Paris. Bonne émission à tous. France, le 16e congrès de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, sous l'égide des évêques orthodoxes de France, aura lieu du 1er au 4 novembre 2018 en France, près de Manosque, et aura pour thème « Et vous serez mes témoins », acte 1, 8. France toujours, précédée par une liturgie pour les enfants, présidée par Monseigneur Nestor de Chersonèse, à la cathédrale de la Sainte-Trinité au Quai Branly à Paris, le deuxième festival de Pâques pour les enfants a eu lieu le 14 avril au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris, où a été inaugurée aussi le 16 avril une exposition multimédia consacrée aux nouveaux martyrs et confesseurs de l'Église russe. Ouverte jusqu'à mi-mai, cette exposition est la première organisée à l'étranger sur l'histoire de l'Église orthodoxe russe et de ses souffrances sous le pouvoir soviétique, et s'imbiber de l'exploit des nouveaux martyrs. France toujours, le congrès annuel de l'association Nepsis, des jeunes de la métropole orthodoxe roumaine en Europe occidentale, aura lieu à Paris du 11 au 13 mai. Istanbul, le patriarcat œcuménique a fait savoir, dans un communiqué, que la réunion de son Saint-Synode du 19 20 avril 2018, a évoqué la question de la situation ecclésiastique en Ukraine et a décidé, en ce qui concerne la demande de l'octroi de l'autocéphalie de la part d'institutions ecclésiastiques et civiles, de communiquer étroitement avec les autres églises sœurs orthodoxes dans un but d'information et de coordination. En Albanie, le patriarche de Moscou, Cyril, a effectué fin avril sa première visite officielle en Albanie, où il a concélébré la Sainte Liturgie avec l'archevêque Anastase de Tirana, du reste et de toute l'Albanie. Le primat russe a rencontré également le président albanais. À Damas, le patriarche Jean X d'Antioche a présidé la liturgie dimanche 22 avril dans l'église de la Croix à Damas pour la commémoration du 5e anniversaire de l'enlèvement des deux évêques d'Alep, Monseigneur Paul Yazigi et Jean Ibrahim. Un communiqué conjoint des deux patriarcats grecs orthodoxes et syriaques orthodoxes d'Antioche a été diffusé dans son contexte appelant à leur libération. Latakié Syrie, le métropolite Jean Mansour, évêque de Latakié, une des figures les plus marquantes de l'orthodoxie antiochienne, est décédé à la veille de Pâques. Ses funérailles ont été présidées par le patriarche Jean X. C'est au Liban, le 12 avril dernier, qu'a eu lieu la rencontre de dialogue entre l'Église orthodoxe et les Églises orthodoxes orientales, et ce, à l'initiative des coprésidents de la Commission théologique internationale mixte de ce dialogue, le métropolite Emmanuel de France et le métropolite Bishoy de Damiette. Le 11 avril, le patriarche Jean X, toujours à Beyrouth, a reçu une délégation des églises européennes à laquelle prenait part le métropolite Emmanuel, qui était au Liban aussi. Roumanie, la 7e édition du colloque national de théologie dogmatique orthodoxe de l'Église roumaine a eu lieu au musée métropolitain de la ville de Iași, du 26 au 27 avril 2018, avec des participants de 7 facultés de théologie roumaines. Madrid, l'archimandrite Théophile Roman a été sacré mi-avril évêque vicaire de l'évêché d'Espagne et du Portugal de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, sous l'homophore du métropolite Joseph. Varsovie, le métropolite de Varsovie, Sava, a célébré son 80e anniversaire.
Il est le 8e primat de l'Église orthodoxe de Pologne depuis que l'autocéphalie a été accordée à cette Église par le patriarche de Constantinople en 1924. Estonie, décès le 19 avril dernier, à l'âge de 94 ans, du métropolite de Tallinn, Corneille, primat de l'Église orthodoxe d'Estonie dans la juridiction du patriarcat de Moscou. Dans les publications, pour la première fois en français, un important guide des quelques 423 monastères de l'Église orthodoxe serbe vient d'être publié, traduit du serbe vers le français par le diocèse orthodoxe serbe d'Europe occidentale. Cette publication intervient à l'approche du 800e anniversaire de l'autocéphalie accordée en 1219 à Saint Sava et à l'Église orthodoxe serbe dont il fut le premier archevêque. Une présentation vidéo de ce guide est faite par son traducteur, M. Lyubomir Mikhailovitch, et elle peut être consultée sur le site orthodoxie.com. La Grèce est aujourd'hui une nation sous pression, nourrie de l'héritage byzantin et de son idéal chrétien d'universalité. Cette nation digne et fière est aujourd'hui une société en pleine mutation, qui s'interroge dans un monde en crise. Turbulences économiques et politiques majeures, pression économique, fragilisation du lien social, une sécularisation rampante, une identité sous tension, la crise défie tous les acteurs de la société grecque, aussi bien politiques que religieux. Après l'implosion du monde politique, l'Église orthodoxe, à la fois puissante et fragile, qui occupe une place centrale dans l'histoire et le vécu de cette nation, repense aussi les priorités de sa mission dans la société et se concentre de plus en plus sur le caritatif. Elle expérimente aussi une novation compliquée et parfois ambivalente de ses relations historiques avec l'État, héritées de Byzance. Cette Église garde néanmoins une influence majeure avec son magistère spirituel et moral au cœur de la notion grecque, qu'elle a toujours accompagnée dans les moments les plus tragiques et les plus difficiles. Son drapeau d'ailleurs, où trône l'aigle bicéphale byzantin, rappelle cette continuité avec l'universalité de Byzance, avec les ailes de l'aigle bicéphale déployées vers l'Orient et l'Occident, et les symboles de la souveraineté, le sceptre et la plénitude, le globe. Cette Byzance, où l'empereur était d'ailleurs couronné par le patriarche dans la cathédrale Sainte-Sophie, après son acclamation dans l'hippodrome, et où le patriarche était lui-même sacré par la grâce de Dieu et le consentement de l'empereur. Circularité des rapports, sui generis, Église-État, ni union totale, ni séparation totale, mais interdépendance et symphonie entre spirituel et temporel. La Grèce, qui a un apport de civilisation au monde, est aujourd'hui marquée par une crise qui, pour certains, est identitaire, sachant que dans son étymologie grecque, crisis, la crise implique un jugement, une décision. C'est vrai que c'est un paroxysme, et parfois une opportunité. Et surtout, c'est un tournant nécessaire pour dépasser la confusion, krasis, par le discernement, diakrisis, pour évoquer les fondements de la crise grecque et les espérances de son dépassement, mais aussi le rôle de l'Église orthodoxe dans la nouvelle synthèse grecque. Je reçois Georges Prévelakis, professeur à l'Université Panthéon, Sorbonne, Paris 1, spécialiste de la géopolitique des Balkans et des diasporas, qui vient de publier un livre très intéressant qui sont les Grecs, une identité en crise aux éditions CNRS. Georges Prévelakis, bonjour. Bonjour. Le livre est passionnant en fait parce qu'il est un peu unique dans son genre, en français, je veux dire, parce qu'il pose un constat qui est à la fois exigeant, critique et très lucide. Alors, sur la crise de la Grèce, et parfois, il y a beaucoup de confusion sur la crise de la Grèce, justement par rapport aux problématiques économiques que nous avons vécues depuis 4-5 ans, en fait, par rapport à la Grèce. Et donc, il y a beaucoup de raccourcis qui se font dans l'opinion occidentale. Pourquoi, en fait, jusqu'à aujourd'hui, comment a vécu la Grèce? Quel était le paradigme de son modèle avant de parler des fondements de la crise? La crise, bien sûr, est perçue comme une crise économique. Et les débats qu'on a depuis plusieurs années tourne autour des aspects économiques. Mais il faut se rendre compte que cette crise économique a été un révélateur. Elle a montré... C'est la face émergée de l'iceberg. Bien sûr. Et en même temps, je pense que c'est un choc qui a provoqué une réflexion. On commence... Jusqu'à la crise, l'ambiance en Grèce était plutôt, tranquille, naïve. On considérait que, surtout avec... l'entrée à l'Europe. D'une certaine manière, on pensait que la Grèce avait dépassé les problèmes graves de son histoire, à la fois sur le plan économique
et aussi sur le L'entrée, plan... c'est récent, en fait, 1981. 81, Voilà. 81. Donc, sur le plan économique et sur le plan aussi de la sécurité. Et la crise économique a montré que rien n'était acquis. Et je pense que cela a mis en marche un processus de réflexion. On s'est rendu compte que derrière la crise économique, il y avait une crise politique, il y avait une crise identitaire, culturelle. Donc, ces livres qui d'ailleurs s'inscrivent dans un travail d'explication qui a pris aussi la forme d'une publication en grec. Là, le livre est intitulé « Qui sont les Grecs ?», puisque ça s'adresse à un public français. Les livres équivalents en grec étaient intitulés « Qui sommes-nous ?» Donc, à travers cette réflexion... Une réflexion sur soi. Sur soi, ce que j'ai voulu, c'est de participer à ces débats et d'introduire un regard un peu différent, étant donné que je vis en France, je travaille en France depuis 1984. Donc, cela, je pense, me permet d'avoir un certain recul. Et en même temps, le débat sur l'identité d'habitude est mené par des historiens. Moi, je m'inscris dans une autre discipline proche, complémentaire, qui est la géographie, et qui est une discipline qui est absente en Grèce. Donc j'ai essayé d'aborder les mêmes questions que mes collègues grecs, mais à travers un recul dans l'espace, à partir de la France, et aussi d'un recul disciplinaire à partir de la vision de la géographie. Alors, donc, je pense que nous avons une crise identitaire. Une crise identitaire, pourquoi? Parce que l'identité grecque, bien sûr, remonte loin, mais cette identité prend des formes ou des incarnations différentes selon les époques, puisqu'il faut s'adapter à des contextes. Donc, on parle d'une crise, je pense, à propos de l'identité nationale. L'identité nationale grecque est associée à la création d'un État, c'est-à-dire d'une réalité géopolitique qui a une profondeur de 2 siècles. 1831, en fait. Oui. Voilà. Tandis que l'identité grecque, dans un sens beaucoup plus large et beaucoup plus vague aussi, eh bien, elle a une profondeur qui remonte à l'Antiquité. Bien sûr. Nous avons un État grec... Et qui n'a pas dominé que cet espace géopolitique. Bien sûr, c'est pour ça que un je apport dis que c'est civilisationnel beaucoup... au monde. Il faut le voir d'une manière beaucoup plus générale, beaucoup plus vague aussi, sans des limites. L'institution de l'État grec a une histoire de 2 siècles. L'autre institution fondamentale qui est associée à l'identité grecque, qui est l'Église, a une profondeur de 2 millénaires. Alors donc, ça nous montre des échelles différentes. Je pense que là où la crise est évidente, c'est en ce qui concerne l'identité nationale. Pourquoi? Parce que cette identité nationale a été conçue de manière très efficace au XIXe siècle. Par les puissances occidentales aussi. Sous l'influence occidentale, bien sûr. Ça fait partie du problème, un peu. Parce que cette identité nationale grecque, c'est une sorte de synthèse entre des racines plus profondes, qui sont en grande partie orientales, et ensuite l'apport des Lumières. Bien sûr. Et l'apport d'institutions occidentales qui étaient en grande partie étrangères à ces peuples qui vivaient dans les Balkans et aussi en Anatolie, autour de la mer Noire, etc. Alors donc cette identité nationale, synthèse entre l'Orient et l'Occident, sous l'influence des Lumières, avec l'apport des institutions occidentales qui bien sûr, assuraient la domination occidentale sur le monde, eh bien maintenant, elle est décalée, elle est dépassée, parce que nous ne vivons plus dans le monde du XIXe siècle. Nous vivons dans un autre monde qui change d'ailleurs avec une rapidité extrême. On a besoin d'adapter l'identité, on a besoin de changer de perception, on a besoin de changer de priorités. Donc, sans nier la continuité, il faut remanier l'identité pour sortir de la crise. Et
je pense que l'approche historiographique, c'est-à-dire à travers un récit historique qui a été conçu au XIXe siècle, nous enferme. Et c'est à travers l'introduction de la dimension géographique, c'est-à-dire en regardant d'autres espaces, pas seulement l'espace du territoire grec, mais aussi l'espace de la diaspora, par exemple, l'espace de l'influence d'une Église écuménique. Je pense que c'est comme ça qu'on peut sortir de ces pièges et donc de se rendre compte que cette présence grecque n'est pas, comme on a tendance de manière caricaturale à le voir les dernières années, un fardeau pour l'Europe, mais au contraire un très grand atout pour l'Europe dans un monde qui change et qui sort, je dirais, d'un schéma binaire entre d'un côté un Occident tout-puissant et ensuite un autre monde qui était soumis à cette influence occidentale. Est-ce que la géopolitique, je dirais, du monde actuel, parce que la question identitaire et la question nationale, et on le sent parfois dans l'Église de Grèce, en fait, il n'y a pas encore dans l'époque de Christodoulos, en fait, l'ancien archevêque, il y avait un discours très nationaliste, en fait, très identitaire, mais nationaliste sans être lié à un territoire, mais à un territoire qui est imagé, qui est la Constantinople qui a été perdue quelque part. Aujourd'hui, avec l'archevêque Jérôme, en fait, on a une autre dimension, en fait, qui est mise elle est moins nationaliste, mais ça travaille toujours l'Église et la société. Et est-ce que la géopolitique de la région n'est pas en train aussi d'impacter? Parce qu'on voit le retour du néo-ottomanisme, le retour des politiques néo-impériales russes, ottomanes, iraniennes. Est-ce que ça n'impacte pas aussi la Grèce et ça complique un peu cette nouvelle synthèse? Oui, bien sûr, ça fait partie de ces transformations très profondes que nous vivons et où cette question que je me suis posée en ce qui concerne l'identité grecque, qui sommes-nous? Je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Parce que jusqu'à maintenant, la réponse était assez évidente, puisqu'on vivait dans un contexte idéologique et géopolitique dominé par le principe westphalien, c'est-à-dire que c'est les territoires qui définissent notre identité. On avait un périmètre bien défini et ceux qui sont dans ce périmètre appartiennent à un ensemble. Donc c'est une définition assez facile. Et en même temps, cette territorialité westphalienne, renforcée par les moyens de la modernité, de la révolution industrielle, etc., offrait aussi une protection. Bon, tout cela a disparu maintenant. Avec la globalisation, avec la société numérique. Avec la technologie. Bien sûr. Les territoires nationaux ne peuvent plus nous protéger. On ne peut pas empêcher l'information de sortir ou d'entrer dans ces territoires. On ne peut rien contrôler. Dans le domaine économique, les gouvernements contrôlent très peu l'économie. Donc ces cadres westphaliens territoriaux s'affaiblissent beaucoup. Avec la mondialisation, les réseaux se développent. Et donc, on se pose la question avec qui est-ce que nous sommes solidaires, et nous voyons la réémergence de ce qui existait avant l'introduction du système westphalien en Orient, c'est-à-dire les identités religieuses. C'est ça. Donc le monde devient beaucoup plus complexe, et en même temps, chaque personne a besoin d'appartenir, enfin de se sentir protégé dans une collectivité. Il ne faut pas, bien sûr, aller vers les replis, mais on a besoin des repères, on a besoin des références, parce qu'autrement, le monde devient un ensemble chaotique. Alors, mais auparavant, les réponses à cette question étaient simples. Aujourd'hui, les réponses sont difficiles. Plus complexes. Donc, c'est une question qui se pose pour les Grecs, qui se pose pour les autres peuples balkaniques, qui se pose pour les Russes, se pose pour les Turcs. On voit bien en Turquie tous les problèmes, en Syrie, etc., tous les problèmes. Et la Grèce se trouve au centre de ces interrogations, puisqu'elle est d'un côté en contact avec l'Europe, qui traverse aussi une crise qui, à mon sens, est beaucoup plus identitaire qu'économique. Absolument. Du point de vue économique, on a surmonté la crise économique et ensuite l'arrivée des réfugiés qui ne correspondent pas à de très grands nombres,
Mais pourtant, même cette quantité limitée, eh bien, on suffit pour provoquer une crise beaucoup plus grave. C'est de l'ordre du symbolique, mais ça suscite aussi une crise identitaire. Oui, en fait. oui, c'est ça. Oui. C'est aussi un révélateur d'une crise identitaire qui existait déjà, mais dont on a pris conscience. Donc, on le voit en France. Par exemple, en fait, les discussions sur la loi immigration et asile, alors que si on prend les chiffres, en fait, c'est 200 000, 300 000 personnes, mais ça prend une telle dimension qui dépasse de loin, en fait, le nombre. Oui, et ça provoque des effets politiques, puisque ça permet le développement de tendances politiques extrêmes, d'extrême droite, etc. Donc la Grèce se trouve entre une Europe en crise identitaire, en contact avec un monde russe qui essaye de reconstituer son influence, ce qui évidemment crée des frictions, et avec un problème démographique très grave, mais qui fait partie du problème démographique d'ensemble de l'Europe, face à un continent africain qui, au contraire, connaît une explosion démographique. Et bien sûr, le plus grave, c'est qu'elle est en contact avec un Moyen-Orient qui se déstabilise de plus en plus. Qui est déstructuré. Malheureusement, on ne voit pas en ce moment des perspectives de stabilisation. Donc la Grèce devient un carrefour en tant que territoire, en tant qu'État. Et cela provoque des angoisses, des inquiétudes et des interrogations. Alors, comment les acteurs interagissent? Parce que la crise a frappé tous les acteurs, en fait. Essentiellement, en fait, on a vu une implosion du système institutionnel grec en tant que tel, avec l'émergence de nouveaux acteurs. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais l'Église qui reste quand même, qui a une sorte de présence très, très forte, un magistère, je dirais, moral et spirituel très important. Il y a beaucoup de courants qui traversent l'Église de Grèce. Comment elle vit cette mutation? Et est-ce qu'elle travaille sur la synthèse? Je pense qu'il faut voir la question de manière un peu plus générale et replacer la question de l'Église dans un cadre plus large. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Normalement, on projette notre expérience sur d'autres pays. Donc, quand on est en France, on a tendance à projeter notre vécu et notre expérience sur la Grèce. Et donc, on pense essentiellement que cette crise de l'administration, de l'État, de l'économie est quelque chose de très grave, qui peut provoquer de changements très profonds dans la vie des gens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces institutions étatiques, l'administration, etc., comme je disais, n'ont pas des racines très profondes. Et en fait, il y a d'autres institutions, il y a d'autres structures qui sont beaucoup plus anciennes, qui sont beaucoup plus enracinées, dans l'inconscient collectif, qui sont beaucoup plus légitimes. Et c'est là qui apporte une très grande résilience à la société grecque. Et c'est pour ça que si on regarde les chiffres, on devrait dire que c'est la fin, c'est la guerre civile. Et quand on voit la réalité grecque, on voit que la société grecque, malgré la difficulté d'une grande partie de sa population, quand même arrive à survivre. Alors donc, dans ces institutions, bien sûr, l'Église est fondamentale. Et on voit que pour la population grecque, ce n'est pas une question d'être croyant, d'être pratiquant ou non. On participe à une culture et on est lié. Et l'Église fonctionne aussi de la même manière. Mais ce n'est pas seulement l'Église, hein, c'est aussi la famille qui fonctionne toujours. Hein, ça a été un soutien fondamental. Ce sont les réseaux d'amis. Et ensuite, il y a une autre dimension, il y a l'autre Grèce. Il y a aussi la Grèce, il y a la Grèce de la marine marchande, il y a la Grèce de la diaspora. Et ces deux ensembles, c'est-à-dire la Grèce de l'intérieur et la Grèce de l'extérieur, interagissent. Et le réseau de l'Église aussi, grecque, de la présence grecque dans le monde de l'Église. Donc c'est pas sans espérance quelque part. Donc il y a des facteurs de résilience qui sont importants. Je pense que la Grèce, enfin la Grèce dans le sens large, a démontré sa résilience. Et justement, c'est cette résilience, ou plutôt
ce qui existe, ce qui explique cette résilience, qui montre que le monde grec dispose des ressources fondamentales pour sa propre survie, mais très utiles aussi pour l'Europe. Pour l'Europe. Très bien, merci beaucoup Georges, c'était très intéressant, merci. Et maintenant je vous laisse avec une vidéo qui est un reportage sur cette exposition, sur les souffrances en fait de l'Église russe et des nouveaux martyrs pendant la période soviétique, et c'est un reportage qui a été réalisé et produit par orthodoxie.com. Au Centre culturel et spirituel russe à Paris, du 16 avril au 6 mai, se déroule une exposition Nouveaux martyrs et confesseurs de l'Église orthodoxe russe, organisée par le Conseil culturel auprès du Patriarche, la Fondation de la sauvegarde des valeurs chrétiennes auprès du ministère de la Culture et le diocèse de Chersonèse. Cette exposition multimédia a été inaugurée le 16 avril dernier par Monseigneur Nestor du diocèse de Chersonèse. À cette occasion, il a remarqué que l'exposition a pour but de sauvegarder, 100 ans après les terribles persécutions, le message évangélique des nouveaux martyrs et confesseurs de la fidélité au Christ jusqu'à accepter les souffrances et la mort. Monseigneur Nestor a également remercié Monseigneur Tikhon Shevkunov, qui est l'initiateur de cette exposition, pour avoir mis en œuvre les talents d'une équipe d'historiens de l'Église russe et des spécialistes multimédia. De son côté, Monseigneur archevêque Michel Donskov de l'Église russe hors frontières, qui a également pris parole, a remarqué que l'année 2018 est le 100e anniversaire de l'assassinat du saint martyr Nicolas II et des membres de sa famille. Il a souligné le fait que cette exposition est la première à être organisée à l'étranger. Dimitri Smirnov, directeur artistique et architecte de l'exposition, a donné des éclairages sur les techniques multimédia utilisées, intégrant des modèles de monuments architecturaux, des livres interactifs, des supports de projection aux écrans intelligents et des affiches. L'exposition est structurée d'une manière chronologique. L'Église à la veille de la Révolution, principaux événements de l'histoire de l'Église et de l'État, témoignages des exploits accomplis par les néo-martyrs, persécution des croyants en URSS. L'histoire de ces persécutions est montrée jusqu'à l'écroulement du régime communiste. Les salles qui suivent sont consacrées à la canonisation des néo-martyrs. Sont présentées des photographies, des documents, des citations qui permettent de mieux se représenter l'époque des persécutions. L'exposition, qui occupe 2 étages au Centre culturel et spirituel russe, est ouverte au public jusqu'au 6 mai.